L'énergie est essentielle pour les sociétés humaines. Pour l'exploiter, les hommes doivent faire face à deux problèmes. Soit elle est difficile d'accès et il convient de l'extraire et la transformer pour pouvoir la distribuer, soit il convient de la fabriquer, comme c'est le cas de l'électricité. Il faut donc mettre en place des outils qui permettent d'exploiter cette énergie, ce sont les convertisseurs. Aujourd'hui, l'essentiel de l'énergie dépend de deux grandes filières principales, les hydrocarbures d'une part et la production d'électricité d'autre part. Pour ce qui est du gaz et du pétrole, on doit tout d'abord pouvoir identifier les gisements avant de pouvoir les extraire. Il faut baliser le terrain pour identifier la présence ou non de matières premières. Pour cela, on utilise la sismique. Ce sont soit des camions, soit des navires qui envoient des ondes dans le sol. Leur retour va permettre de recueillir des données sur le relief du terrain. Ces données sont ensuite interprétées par des géologues qui peuvent construire des cartes en relief du sous-sol. Lorsqu'une nappe est identifiée, il faut alors forer pour vérifier la présence des hydrocarbures et leur qualité. On fore donc sur terre directement à partir d'un derrick et sur mer à partir d'une plateforme, afin de tester la potentialité de la réserve. La pression et la qualité de la matière qui remonte permettent de vérifier la qualité du puits. Lorsque la réserve est exploitée, le pétrole et le gaz sont alors acheminés vers des terminaux de stockage, soit par pipeline, soit par navire. Le gaz est quant à lui liquéfié pour être transporté par méthanier. C'est le gaz naturel liquéfié. Il est ensuite regazéifié pour être introduit dans les gazoducs locaux avant d'être distribué aux consommateurs. Le pétrole, sans être transformé, suit le même chemin jusqu'à la raffinerie. Là, il est alors préparé, soit pour faire de l'essence, soit pour produire de la base pour des matériaux. Pour l'électricité, il s'agit avant tout de fabrication. En effet, elle n'existe pas à l'origine, il faut donc la créer. Quelle que soit la technique, le procédé est le même. Il s'agit en effet de faire tourner une turbine qui alimentera un alternateur. Pour fournir cette énergie, il existe plusieurs possibilités. Le nucléaire, l'éolien, le solaire, l'hydraulique et le thermique. Dans l'hydraulique, c'est la force des courants d'eau qui va faire tourner la turbine. On peut les installer soit sur les cours d'eau, ce sont les centrales au fil de l'eau, soit en montagne, en jouant sur le relief des lacs d'altitude, ce sont les centrales à barrage. Une autre possibilité est de produire de l'énergie à base de chaleur. C'est le cas des centrales thermiques. En brûlant du charbon ou du gaz, on transforme de l'eau en vapeur qui va faire tourner sous pression la turbine. On utilise également ces techniques avec la biomasse qui concerne le bois ou les déchets usagés. Cependant, la quantité d'énergie est bien moindre. La source d'énergie la plus puissante pour l'électricité est l'énergie nucléaire. Cette énergie vient du cœur de la matière, de noyaux d'uranium et de plutonium qui ont la propriété d'être fissibles facilement. Pour cela, on envoie un neutron sur le noyau qui va couper sa structure et libérer de l'énergie et d'autres neutrons à son tour. C'est la réaction en chaîne. Cette énergie va permettre de chauffer de l'eau qui ensuite va alimenter la turbine et l'alternateur. Cette fission entretenue permet de libérer une énergie très importante. Pour 15 grammes d'uranium, on a l'équivalent d'une tonne de pétrole et 1,5 tonne de charbon. Il existe d'autres moyens de produire de l'électricité. Le photovoltaïque utilise par exemple l'énergie solaire. L'éolien permet d'exploiter l'énergie du vent. Mais ces centres de production sont assez faibles en énergie produite et en plus le défaut d'être intermittents. Leur rattachement à un réseau pose donc la question de leur efficacité. Or, pour produire de l'électricité à un coût réduit, il faut des centres de production de taille importante. Cela permet d'optimiser les investissements nécessaires à une satisfaction des besoins. Il faut aussi gérer au mieux le réseau électrique qui doit sans cesse être équilibré. L'électricité ne se stocke pas, il s'agit donc en permanence d'équilibrer l'offre et la demande. En comparant les différentes sources nécessaires à la fabrication d'électricité, on comprend mieux les capacités et l'utilité de chacune. Aujourd'hui, on réfléchit cependant à de nouveaux modes d'organisation qui développeraient notamment l'énergie locale. Mais il faut comprendre que l'énergie de base nécessaire à nos besoins permanents repose sur des grandes chaînes énergétiques qui ont certains impératifs.
Un des aspects essentiels des produits énergétiques, c'est vrai d'ailleurs d'autres produits vitaux comme la distribution de l'eau, c'est qu'il répond à des structures de grands réseaux ou à ce qu'on appelle rendement croissant avec la taille, aussi bien taille d'espace que taille de temps. C'est ainsi qu'on sent bien qu'un grand barrage avec un grand tuyau qui vient alimenter la ville de Paris, c'est plus astucieux et beaucoup plus économique que 3 millions de petits tuyaux partant de 3 millions de petites sources dans les Alpes pour alimenter 3 millions de logements à Paris. Il en est de même pour l'électricité, il en est de même pour le gaz, il en est de même pour la plupart des produits énergétiques. Un autre aspect des produits énergétiques doit être examiné, qui est celui de l'échelle de temps sur laquelle se développent les cycles de vie des filières énergétiques. Dans un premier temps, il y a un besoin de recherche-développement important, qui peut durer 10 ans, 20 ans, voire plus. Ensuite, une phase de conception, d'ingénierie, donc de conception, puis de réalisation, d'investissement des ouvrages, de réalisation des ouvrages, suivi ensuite d'une période plus ou moins longue, mais qui est en général de plusieurs dizaines d'années, d'exploitation des moyens ainsi produits, ainsi réalisés, et suivi ensuite à la fin de l'exploitation par une période de déconstruction et de gestion des déchets, des effluents et des dégâts collatéraux induits par la production du produit énergétique. Une des conséquences de cette structure de coûts très chaotique dans le temps, sur une très longue échelle de temps, est qu'il faut des entreprises intégrées depuis la R&D jusqu'au démantèlement et au traitement des déchets si on veut optimiser l'ensemble de la chaîne du point de vue technico-économique. Il faut donc comprendre que si l'on veut le système énergétique le plus fiable, il faut pouvoir assurer d'un côté une bonne organisation technique, mais également une solidarité à long terme. Une solidarité reposant sur les différentes populations d'un même territoire, mais aussi sur ses différentes générations. Cette double solidarité paraît en effet indispensable pour assurer l'efficacité d'un système complexe, débouchant sur l'intérêt général.